Eh bien, nous sommes précisément à l'heure. Nous avons attendu exactement les 1 minute 50 pour commencer. Alors, tout d'abord, je vais présenter les différents participants à cette table ronde sur le thème de la décarbonation et rentabilité immobilière, une équation insoluble, qui est un thème tout à fait d'actualité. Tout d'abord, Jean-Philippe Besse, ici présent, chef Business Development Officer chez Accenta, spécialiste de la décarbonation. Bonjour à tous. Nous avons Étienne Dupuis, qui est le CIO patrimoine de Citrus. Bonjour à tous. Grigor Adjayev, qui est le Head of Innovation and European Sustainability chez PIMCO Prime Real Estate, qui était Allianz Real Estate. Nous avons Raphaël Jacquet, qui est Head of Fund Management chez Primonial REM. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons Chloé Ressac, qui est la cofondatrice et la CEO de Basimo. Et moi-même, donc Franck Pétel, professeur à l'ESSEC et titulaire de la chaire immobilier développement durable de l'ESSEC. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité, qui est un sujet dont tout le monde parle en ce moment et qui est extrêmement intéressant parce que d'abord, il replace l'immobilier sur 2 points. Le premier point, c'est sa temporalité, on en parlera. Et le deuxième point, c'est son impact. Alors, ce titre de décarbonation et rentabilité, d'abord décarbonation, on peut se poser la question de la limitation du sujet à ce niveau. Est-ce que, quand on parle d'immobilier, on parle que de décarbonation ou est-ce que ça touche un sujet beaucoup plus vaste, notamment en ce qui concerne les enjeux sur la biodiversité ? Étienne, est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire là-dessus ? Merci Franck. Et évidemment, effectivement, le sujet de la décarbonation n'est qu'un des sujets. Il est identifié depuis quelque temps, puisqu'il s'agit de la limite planétaire changement climatique. Mais évidemment, nos sociétés ont franchi 6 limites planétaires sur 9. Donc le sujet ne se limite pas au carbone de l'atmosphère qui déclenche ces changements et ce réchauffement climatique, mais à l'ensemble finalement des sujets d'impact de l'immobilier, et notamment ces sujets de biodiversité. Et pourquoi la biodiversité ? Parce que en fait, la biodiversité, quand elle fonctionne bien, elle stocke du carbone. Autrement dit, elle fait partie de la solution. Donc si je dois résumer, effectivement, décarbonation, c'est finalement une incitation à mesurer des choses mesurables. Et donc c'est très positif, mais ça ne se limite pas à ce seul sujet. Et l'immobilier classe d'actifs, l'immobilier industrie a des enjeux à la fois très dur, très violent. Évidemment, c'est l'objet de ce panel aussi, puisque c'est une industrie hautement financière. Mais elle a des enjeux très durs et très violents, mais aussi un pouvoir d'impact positif pour le coup, qui est aussi très excitant pour tout un tas d'entrepreneurs dont nous faisons partie. Très bien. Alors, en termes de décarbonation, pour être plus précis, est-ce que l'immobilier est un sujet mineur par rapport à d'autres problématiques comme le transport, par exemple ? On parle beaucoup du transport aérien aux informations, hein, souvent ça fait les gros titres, ou le transport terrestre, les voitures. Ou est-ce que l'immobilier a une part importante dans l'émission de gaz à effet de serre, et en particulier le CO2 ? Alors effectivement, je vais aller très vite parce que je pense que le sujet est un peu connu quand même, y compris des gens dans la salle qui s'intéressent au sujet. Grosso modo, il y a quelques temps, c'était 40% des émissions, 20% production des immeubles, 20% gestion des immeubles. Donc il y a évidemment 2 endroits où l'immobilier doit et peut agir. Sur la gestion quotidienne, on décarbone les énergies, on baisse les consommations, tout ce qui peut être évité doit l'être. Et évidemment, on agit sur la construction. Et la construction bas carbone, évidemment, c'est aussi un sujet d'importance. Pourquoi ? Parce que, si j'ose dire, une fois qu'un immeuble est construit, le mal est fait. Et après, on peut effectivement chercher à optimiser et à tendre vers le zéro. La question se pose peut-être plus brutalement et fortement sur la nouvelle construction. Ce que nous dit le GIEC, c'est en gros arrêter d'émettre, arrêter de rajouter à la catastrophe. Donc, dès qu'on construit, on rajoute. Et donc, évidemment, il faut en rajouter le moins possible. Par contre, l'immobilier, c'est le lieu où ça se passe. L'immobilier n'est pas le seul responsable du sujet. Un immeuble inoccupé n'émet plus de carbone ou peu, ou très 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 peu.
Et donc c'est parce qu'un immeuble est utilisé qu'il émet aussi du carbone et que quelque part il a cet impact. Autrement dit, c'est aussi la façon dont les utilisateurs vont utiliser un immeuble qui est un objet éminemment technique qui va avoir un impact. Sur les différents secteurs, alors on parle effectivement de l'aérien, mais pour ce sujet de biodiversité qui me tient à cœur et qui tient à cœur de la foncière, il se trouve aussi que l'agriculture industrielle participe pour 20% des émissions de carbone. Et là, c'est un paradoxe, parce qu'une agriculture, je dirais, bien gérée, en fait, est une solution, fait partie de la solution. Elle stocke du carbone. Un sol vivant, c'est un sol qui stocke du carbone. Un sol mort, c'est un stock qui émet du carbone, qui ne retient pas l'eau, enfin, etc., etc. Donc, il y a aussi un sujet, mine de rien, pour l'immobilier, de redécouvrir que le foncier est un sujet extrêmement important. Très bien, donc là on commence déjà à parler du zéro artificialisation nette, hein, avec l'imperméabilisation des sols et le fait de protéger à la fois la biodiversité des sols, la biodiversité en tant que telle, et puis le stockage, hein, ou le déstockage de ce carbone. Très bien, alors c'est vrai que quand on regarde la télévision, on écoute la radio, on entend beaucoup sur le réchauffement climatique, cette baisse de la biodiversité. Est-ce que les États, est-ce que l'Europe, par exemple, a réagi en émettant des décrets, des lois pour obliger les investisseurs, obliger les professionnels de l'immobilier à prendre en compte cette baisse de la biodiversité et baisser de manière drastique l'émission de dioxyde de carbone, à la fois dans la conception des bâtiments, dans leur construction, dans leur exploitation et dans leur déconstruction, ou en tout cas dans le changement de destination, s'il y a changement de destination. Peut-être Grigor pourrait nous dire quelques mots là-dessus. J'y vais tout de suite sur ce sujet parce qu'en plus je reviens de Bruxelles où j'ai été à un panel avec la Commission européenne exactement sur ce sujet, donc je peux vous dire quelques informations intéressantes je pense, mais je souhaite juste rebondir rapidement sur un élément des propos d'introduction d'Étienne, donc le sujet d'occupation des bâtiments et en fait le vrai champ de manœuvre de l'immobilier pour avoir un impact sur la décarbonisation. Et donc tu l'as mentionné toi-même Étienne, c'est l'occupation des bâtiments. Deux bâtiments qui sont exactement avec la même structure, qui sont exactement avec le même enveloppe, mais qui sont exploités de manière différente, amènent à des consommations différentes et par conséquence à des carbon footprints, des empreintes aussi qui sont différents. Et donc il est très important quand on regarde ce sujet de la décarbonisation et de la performance des bâtiments d'aller vraiment jusqu'au bout, donc de ne pas rester en fait une couche superficielle qui est de se dire je compare en fait la performance des deux bâtiments et en fait celui consomme beaucoup plus que l'autre et en fait on arrête là. Donc ce type de propos sont absolument intenables de point de vue scientifique mais aussi de point de vue opérationnel parce que tout simplement l'occupation est un facteur absolument essentiel pour la consommation énergétique du bâtiment. Donc ça c'est un premier commentaire. Un deuxième c'est on ne peut pas tout remettre en fait toutes les responsabilités d'une économie carbonée à le remettre en fait au secteur de l'immobilier. Autrement dit, on va toujours consommer en fait de l'électricité et il faut vraiment bien réfléchir le sujet. Nous, on n'a pas vraiment d'impact sur le mix énergétique. On en a un peu parce qu'on peut privilégier d'acheter en fait de l'énergie verte, mais c'est pas ça qui va changer radicalement en fait l'économie. Il faut en fait aussi voir par quel biais l'écosystème dans lequel se trouve l'immobilier, donc l'écosystème économique, il s'ajuste et il s'adapte aussi. Donc tout ça c'était entre parenthèses, mais je ne serai pas beaucoup plus long aussi sur le reste. Donc la Commission, elle a fait en fait un choix, de mon point de vue, très étonnant. Donc elle a décidé d'être extrêmement précise et prescriptive dans les documents qu'elle veut mettre en fait dans le futur en tant que directive. Donc jusqu'à présent, des directives étaient, il faut réduire quelque chose, je caricature, il faut réduire quelque chose un jour d'une certaine manière. Donc ça c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, et surtout les documents sur lesquels elle travaille, notamment la taxonomie que vous connaissez tous, donc tout le package du Green Deal, mais notamment la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Cette directive qui a été votée par le Parlement européen en mars cette année, qui a été confirmée avec quelques amendments en juillet, donc elle doit être transposée l'année prochaine dans l'ensemble des États membres. Et qu'est-ce qu'elle dit cette directive? Elle dit, je vous dis, moi Commission, comment vous devez compter, parce qu'on a donné au secteur 20 ans pour trouver en fait des méthodes de compter de manière commune. Quel est le résultat? Vous regardez les EPC,
Les DPE, vous regardez les DPE, et vous en comprenez strictement rien. Ils sont incompréhensibles. D'un pays à l'autre, d'une classe à l'autre, c'est incompréhensible. Donc la commission, elle a dit, je vous ai donné 20 ans, vous n'avez rien fait, ou très peu, ou c'est pas suffisant. Maintenant, je vous explique. Et en fait, vous regardez Bruxelles, de très loin, il commence en fait à dire exactement comment il faut compter l'énergie, exactement comment il faut faire le tableau Excel. Donc en fait, de manière extrêmement pointue, la commission vient régler des choses que le marché par soi-même n'a pas pu régler. Donc, je ne vais pas donner plus d'exemples, mais ils seront dans la même nature. Donc en fait, on a un législateur qui devient extrêmement proactif de manière un peu inhabituelle, en descendant à l'échelle du bâtiment, à l'échelle très technique, et nous dit comment on doit faire des choses, comment on doit compter les choses, pardon, non pas comment on doit mettre non pas sur les objectifs et sur les finalités, mais comment on doit compter pour qu'on puisse se comprendre dans ce marché unique européen tellement voulu par Bruxelles. Très bien, donc c'est parfaitement clair. Donc ce décret tertiaire, hein, on a parlé de taxonomie européenne, il y a des labels qui existent. Hein, j'ai participé il n'y a pas longtemps à un jury pour des SCPI avec un label ISR. D'ailleurs, est-ce que le marché, est-ce que les particuliers sont sensibles à la labellisation d'un actif ou la labellisation, par exemple, d'une SCPI? Alors, c'est quelque chose qui demande encore de la pédagogie. Un épargnant qui va acheter des parts de SCPI, il va regarder le rendement. Et en fonction de sa culture personnelle, il va s'intéresser aux sous-jacents. Donc déjà, à quel type d'immobilier il y a dans une SCPI donnée, la localisation, enfin, ce qu'on connaît en immobilier, des choses qui sont assez basiques. S'agissant d'une labellisation ISR, c'est encore perçu comme quelque chose de défensif. Vous avez avoir des fonds de santé labellisés en ISR. Globalement, ça va être rassurant pour un épargnant pour lui dire le bâti est de qualité pour les résidents qui vont être là à court, moyen ou long terme. Sur les effets de collecte et sur l'attractivité d'un produit, l'objectif de ces labels, c'est que ça devienne nécessaire, et c'est sûr que petit à petit, l'ensemble des fonds qui n'auront pas ce genre de label, qui ne seront pas avec des objectifs ESG forts, vont finir par se retrouver sur le bas-côté. Mais pour moi, c'est encore un phénomène en cours d'apprentissage et de pédagogie. Étienne ? Oui, je voudrais rebondir là-dessus, parce que, comme vous l'avez compris, on est en train de parler de la partie de l'équation, du côté moins, en ce moment. Et malheureusement, je pense qu'il y a... Il faut toujours terminer par l'espoir à la fin. Il y a vraiment une importance à prendre bien conscience de la partie moins. Alors, en rebond immédiat, MSCI et d'autres suivent ce qui s'est appelé à un moment la prime verte, la green value, la valeur verte. Et ce petit différentiel de prix entre un immeuble labellisé, disons, et un non labellisé, en 2018, il était encore entre 5 et 10%. Aujourd'hui, il est entre 20 et 25%. Et ce qui se passe, c'est que c'était une prime verte en 2018, je pense encore. La régulation sort, ça devient une décote brune. Autrement dit, aujourd'hui, si vous voulez des financements en immobilier, vous devez être absolument vert déjà au départ. Et vous serez pénalisé, voire vous n'aurez pas de financement si vous n'êtes pas avec ces statuts-là. Et tout ça, pourquoi ? En fait, j'ai envie de tenter un petit truc, mais j'aimerais bien savoir dans la salle, ceux qui se considèrent éduqués sur les limites planétaires. Sur les 9 limites planétaires, est-ce que vous pouvez lever le doigt, ceux qui connaissent bien le sujet ? On peut lever la main ? Nous aussi. Non, mais nous, ça va de soi. Hors panel. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de l'épargnant. Et donc là, il y a 3 personnes dans la salle qui lèvent la main. Et en fait, il y a une prise de conscience. Et moi, j'adore parce que j'ai longtemps douté et je me suis pris longtemps pour un dangereux écologiste. En me disant, oulala, mais est-ce que j'ai un biais dans mon raisonnement ? Et puis, j'ai, par la presse, entre autres, mais fait la connaissance d'une dangereuse écologiste, du doux nom de Christine Lagarde, qui est en charge de quoi, in fine ? Elle est en charge de la stabilité du système financier. Autrement dit, quand une banque centrale s'intéresse à un sujet, ce n'est pas qu'elle a une lubie ou une demande du politique, c'est qu'elle a compris que le système est en jeu. Donc on est au-delà de la stratégie. On est dans une considération d'un système qui est en danger et sur lequel on ne pourra pas bâtir des stratégies gagnantes. Donc la prise de conscience, elle est le plus rapide possible, mais sachez-le, ce n'est pas des régulateurs dans leur bureau, c'est des gens qui sont conscients des risques et qui doivent, dans leur mission, agir contre ces risques. Autrement dit, le moins dont on parle là, il est là pour générer, on l'espère tous, un plus,
mais il est surtout là pour empêcher un énorme moins. Et la proportion de l'énorme, renseignez-vous, lisez, documentez-vous, la proportion de l'énorme moins est énorme. On ne parle pas de moins 5% de rendement là. On parle d'un risque dans pas mal d'endroits qui est un simple risque de ruine. Le risque de ruine. Voilà. Je voulais poser le problème un peu sérieusement, entre guillemets, pardon, mais c'est de ça qu'on parle. Et l'épargne des Français, il faut la gérer en ayant en tête ce risque de ruine. Voilà. Je pense que c'était moi qui parlais du moins, là, mais là, on parle de ruine. Donc on a un gros moins et on va générer du plus. Très bien. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de citer une anecdote. Je regardais un jour un reportage lors du décès de Valéry Giscard d'Estaing, du président Valéry Giscard d'Estaing, et on lui parlait à un moment, on lui demandait si l'écologie était une valeur de gauche. Il dit ben non, l'écologie est une valeur de droite. Alors, tout le monde était absolument surpris. Il a dit oui, parce que nous, à la droite, nous, on est très financiers, on regarde les bilans. Or, la première mission dans une entreprise, d'un chef d'entreprise, c'est de protéger les actifs de son entreprise. Alors, si on ne protège pas l'environnement, on va à la ruine. Donc, je reprends le mot de ruine d'Étienne. Donc, l'écologie est forcément de droite. Enfin, c'était sa vision, hein, évidemment. Hein. Ça n'engageait évidemment que lui, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. C'est d'abord une science. C'est d'abord une science, effectivement. Ouais. Donc on a pris conscience quand même de tout ça. En tout cas, on est en train de prendre conscience. On le voit notamment au niveau des étudiants. Hein. Moi, je le vois très très bien à l'ESSEC, cette prise de conscience de l'environnement, de se dire il faut protéger notre planète. Il y a eu des cadres, effectivement, réglementaires qui ont été mis en place. Hein. Des labels qui ont été mis en place. J'appuie totalement ce que dit Étienne avec entre le green premium et le brown discount, hein, cet écart qui était jugé au début très faible. Hein, et puis on se dit maintenant c'est plus 5, 6, c'est plutôt 20% hein, d'écart. Et donc ça c'est très bien. Alors après, on vit une période, vous le savez aussi, où les taux d'intérêt montent. Où les investisseurs se disent tiens, l'actif sans risque est de plus en plus rémunéré, j'ai la possibilité d'acheter des obligations américaines à plus de 4%, donc je peux mettre mon argent sans difficulté là-bas. Les compagnies d'assurance notamment adorent les obligations. Hein. Et l'immobilier là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'immobilier reste encore une classe attractive pour les compagnies d'assurance, pour les investisseurs? Peut-être... Grégor, c'est une question piège. Question piège. Oui, c'est une question piège, mais je vais m'en sortir de la manière suivante. Donc, les sociétés d'assurance disposent déjà en fait d'un patrimoine qui est assez conséquent. Et donc, la question qu'on doit se poser en tant qu'investisseur responsable, c'est qu'est-ce que je fais avec mon patrimoine existant? Parce que tout le monde s'affole en fait à parler des technologies et des solutions de 0,1% du patrimoine qu'on va constituer dans les 20 ans qui suivent ou par année. Mais en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les immeubles dont on dispose? Et je vais donner deux exemples. Aujourd'hui, pour PIMCO Prime, donc PIMCO Prime, pour ceux qui pensent que je suis le Global Head of Innovation de tout, rassurez-vous, c'est pas vraiment de tout, c'est uniquement de PIMCO Prime. Et PIMCO Prime gère le plus grand mandat immobilier au monde, celui du groupe Allianz. Et donc, on fait deux choses. Quand on achète un bâtiment, on regarde de manière très précise par rapport au Brown Discount. On a une liste très précise d'une vingtaine d'indicateurs. Et si le bâtiment ne répond pas, s'il a des risques climatiques, s'il a des performances non suffisantes, s'il manque des éléments smart ou digital du bâtiment, tout ça, on fait underwriting. Donc, en fait, on rajoute des coûts. Et tout d'un coup, on voit de manière mathématique immédiate qu'il y a effectivement une équation qui est possible. Et en fait, elle est possible uniquement parce que le marché doit se corriger pour que, quand on rajoute les coûts complémentaires, pour arriver en fait à un bâtiment prime, on arrive en fait à le voir en fait au prix d'acquisition. Donc, la solution, quand on achète, elle est simple. Ce qui est plus problématique, c'est les bâtiments existants. Et pour les bâtiments existants, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement simple, low hanging fruit, c'est la technologie. Et donc, aujourd'hui, avec des méthodes smart, on arrive en fait à optimiser la performance énergétique des bâtiments de beaucoup. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une classe qui est attractive? Je pense que ça reste une classe où les fonds ne vont pas désinvestir massivement parce qu'il a des moyens, il a des méthodes en fait à revenir en fait à un niveau de performance qui évolue de manière en fait économiquement viable. D'accord. Est-ce que ces nouvelles contraintes sont aussi prises en compte dans les SCPI
Vous êtes des collecteurs d'argent, donc vous avez l'obligation à un moment d'investir. Est-ce que vous avez changé vos méthodes d'investissement en prenant en compte cet écart de 20% qui se crée maintenant? Est-ce que vous allez plus vers des actifs décotés avec du CAPEX à mettre dedans pour le remettre à niveau? Est-ce que vous allez plus vers des nouveaux bâtiments qui répondent déjà immédiatement au décret? Quelle est votre stratégie? Alors, pour revenir juste au sujet de la SCPI et pour quitter un peu le monde armagedonesque dont tu parlais et que je partage complètement, la SCPI, c'est un produit de placement où les épargnants cherchent du rendement. Ils veulent des revenus, ils veulent un coupon, ils veulent une régularité dans le coupon. Donc ça, c'est l'univers contraint de la SCPI. Donc en SCPI, on a tendance plutôt largement à investir dans des actifs qui sont de bonne qualité, avec des beaux lots, des loyers métriques qui ne soient pas trop bas. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Primonial. D'autant plus qu'on a quasiment 4/5 de nos SCPI qui sont labellisés ISR. Aujourd'hui, dans notre façon de travailler à l'acquisition, c'est ce que disait Grégor, en fait, sont des équations mathématiques qu'on prend en compte depuis des années déjà. C'est surtout dans la façon de gérer et c'est dans la façon dont on va suivre les travaux pour maintenir la valeur de nos actifs. La façon d'aller labelliser des CAPEX, pas uniquement pour dire qu'on va embellir, faire plaisir à notre locataire, mais est-ce qu'il va être en ligne avec le label du support, avec le décret crème, avec la taxonomie, etc., etc. Et on va sanctuariser ces dépenses-là, justement dans une optique de préservation, du mieux qu'on le peut, de notre patrimoine. Très bien. J'ai juste une petite question encore pour Étienne, puis ça me donne après l'occasion de rebondir sur les leviers. Et donc là, je me retournerai vers Jean-Michel. Il y a des sous-classes d'actifs immobiliers. On parle des bureaux, vous avez du résidentiel. Et puis, on a beaucoup parlé du retail aussi, de ces grands centres commerciaux notamment. Est-ce que la problématique est la même? Est-ce que les moyens sont les mêmes? Est-ce que les personnes qui gèrent ces grands ensembles ont le même niveau de conscience? Comment ça se fait au niveau, par exemple, de Citrus, une grande foncière comme Citrus? Alors, comme vous le savez, il y a eu un plan de sobriété énergétique suite à la hausse brutale des coûts de l'énergie. Et donc, Citrus a fait largement sa part, en l'occurrence. On a découvert d'ailleurs des nouvelles optimisations, une inertie du bâtiment qui est tout à fait intéressante. La problématique d'un centre commercial, mais à la limite d'un opérateur en logement, ça risque d'être similaire. Quand vous êtes en property management et en gestion d'un immeuble de bureau, vous avez une maîtrise relative de la coque quand même. Et vous avez un nombre, on va dire, limité de locataires avec qui discuter sur des démarches d'efforts, de changement de comportement qui génèrent des économies très intéressantes. L'enjeu sur un centre commercial ou sur une résidence gérée en résidentiel, c'est d'engager les locataires. Parce que les locataires, en l'occurrence en Europe et en France, ont le droit d'acheter eux-mêmes leur propre énergie et donc de gérer leur sujet énergétique eux-mêmes tout seuls dans leur coin. Et parfois, ils ne sont pas forcément si bien équipés que ça. Donc il y a tout un enjeu pour la foncière et son opérateur Nood d'avoir une stratégie d'engagement avec les locataires pour embarquer tout ça. Je dirais tout ça dans un contexte effectivement où a priori le coût de l'énergie ne devrait pas baisser trop, à tout le moins. Vu l'évolution du cours du pétrole en ce moment, ça me paraît clair. En fait, le sujet de la décarbonation, c'est aussi un sujet de shift, de se dire à quoi je dépense de l'énergie. Et c'est pour ça que j'aurai plaisir à passer la parole à Jean-Philippe. C'est qu'il y a nécessité aussi de chercher des nouvelles solutions décarbonées. Alors, je ne vais pas chipper le vent de Jean-Philippe. Je vous parle de solutions pour la gestion des eaux grises et des eaux usées. Vous avez le droit d'utiliser des solutions technologiques qui consomment de l'énergie. Et après, de dire, j'achète de l'énergie solaire, donc c'est bien. Vous avez aussi le droit de regarder des solutions. J'aime bien les Science-Based Targets. J'aime bien aussi les Nature-Based Solutions. Il y a des centrales de traitement des eaux grises, voire pire, qui se font avec un mix de plantes. Alors ça prend un peu plus de place, mais pour le coup, la consommation énergétique, ça tangente vers zéro et ça a le bon goût en plus de stocker du carbone. Et troisième bonus, éventuellement d'être favorable à la biodiversité. Donc très bien, effectivement les leviers pour agir. Moi j'ai toujours entendu dire que 50% c'était la manière de... Est-ce qu'on prenait de l'énergie carbonée ou de l'énergie décarbonée pour chauffer ou pour refroidir un bâtiment?
Alors, est-ce qu'il existe des solutions? Oui. Nous avons la chance d'avoir Jean-Philippe de la société Accenta qui présente et qui a c'est quelque chose qui a été très marquant la semaine dernière. Il y avait une levée de fonds très importante, 108 millions de mémoire. Est-ce que, Jean-Philippe, tu pourrais nous éclairer sur ce que propose la société Accenta comme type de solution décarbonée pour les bâtiments? Oui, merci beaucoup et merci de ces échanges. Juste pour revenir sur quelques propos sur immobilier, décarbonation et rentabilité, je pense que ce salon même est la parfaite illustration. L'existence de ce salon et la montée en puissance de ce salon est une parfaite réponse à la question. C'est qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. La décarbonation, on l'a entendu, ça s'impose à tous, ça s'impose à nos sociétés, ça s'impose par la réglementation. Et surtout, ça va se traduire par un enjeu majeur pour l'immobilier et l'avenir de l'immobilier. Aujourd'hui, je crois que cette journée est consacrée cet après-midi au recrutement et les jeunes dans la salle qui sont inspirés par ces carrières dans la décarbonation, vous avez raison, parce qu'il faut transformer le stock de nos immeubles pour moins consommer. Tu rappelais tout à l'heure les enjeux majeurs des émissions de CO2 dont l'immobilier est responsable. Alors, il peut y avoir un débat sur les chiffres, mais en gros, c'est entre 15 et 30%. Et dans cette partie-là, l'usage représente 50%. Donc, l'usage de nos bâtiments, c'est quelque chose de majeur. Et l'impact sur la rentabilité, moi, je le vois sur 3 angles. La première, c'est le green premium ou point de discount, c'est-à-dire la valeur de l'actif. Je pense que aujourd'hui, moi je suis plutôt convaincu que ça va être un brown discount, c'est-à-dire que l'immeuble doit être green. Ça, c'est la référence de marché. Tout ce qui ne sera pas green va être dévalorisé. Et donc, c'est un impératif immédiat. C'est que si vous ne faites pas de la décarbonation, vous perdez de la valeur sur votre immeuble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un immeuble en immobilier, il faut qu'il y ait un utilisateur à l'intérieur. Donc la vacance. Un immeuble qui ne sera pas green ne va pas attirer des sociétés. Aucune grande société qui a un minimum de visibilité a un plan RSE et aujourd'hui, personne ne va s'installer dans un immeuble passoire thermique, ne serait-ce que les bureaux. Et je pense que tous les usagers, tous les utilisateurs des centres commerciaux, des commerces, les preneurs dans les entrepôts logistiques ont des impératifs eux-mêmes en tant que preneurs, en tant que locataires, sur leur engagement RSE. Et ils ne veulent pas d'immeuble green. Donc ça va être de plus en plus difficile de louer un immeuble brown. C'est aussi simple que ça. Et absolument. Et ça va se traduire dans les chiffres. Le troisième élément, me semble-t-il, c'est... la sonnerie nous le rappelle, à un moment donné, il faut vendre un actif, généralement. Et merci, quel sens du timing. Et en fait, un immeuble passoire thermique ou un immeuble qui ne sera pas en green, à l'exigence du marché, il sera invendable. Ou alors, il sera, ça n'intéressera que ce qu'on appelle dans notre jargon les value adders, c'est-à-dire ceux qui transforment les actifs. Et ces gens-là, ils achètent avec une forte décote. Donc on voit bien, ce n'est pas une équation insoluble, elle est là, c'est la réalité du marché. Alors, merci, pardon pour cette introduction, mais quels sont les moyens d'agir? Je pense qu'il y en a un des moyens importants, c'est de jouer sur la thermie des bâtiments, c'est 75% des usages, donc c'est le chauffage et la climatisation. Si on arrive à optimiser cette partie-là, sur les émissions de CO2 et sur les consommations en euros, on a fait un grand pas en avant. Donc il y a 2 grands axes selon nous pour améliorer ces choses. Un, régler les bâtiments. C'est-à-dire régler les bâtiments, c'est éviter de chauffer des bâtiments ou de climatiser des bâtiments quand ils sont non utilisés, quand ils sont vides. Ça paraît tout bête, mais c'est un basique. Et nous, on a vu, et je ne citerai personne parce qu'on a un certain nombre de clients, ils ne sont pas sur l'estrade, mais on a des bâtiments, en les réglant, on a diminué les consommations de 60%.
c'est quand même hallucinant. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnements technologiques qui permettent de diminuer les consommations en chauffage et en climatisation. Et je pense que c'est une prise de conscience qui doit tous nous persuader de faire mieux en le domaine. Puis le deuxième grand axe, c'est utiliser de nouvelles technologies pour chauffer et refroidir nos bâtiments. Nous, notre conviction qu'on a chez Axanta, c'est qu'il y a une énergie extraordinaire qui est peu exploitée, pas suffisamment dans le bâtiment, c'est la géothermie. Et donc, on a développé une technologie, je fais un peu de pub pour notre société, on est une jeune société, donc on a besoin de se faire plus connaître, mais on a développé une technologie qui utilise le sous-sol comme une batterie thermique. Donc, on connecte les immeubles sur ces batteries thermiques et on utilise cette batterie pour chauffer ou refroidir les bâtiments. Et ce faisant, on arrive à diminuer les consommations de 80% et à diminuer les émissions de CO2 jusqu'à 95%. Donc ça, c'est des technologies qui évoluent avec le temps et qui nous permettent de mettre en œuvre ces nouvelles solutions. Et l'enjeu de demain, ça va être les faire connaître et les déployer de plus en plus. Alors, ce n'est pas la seule technologie. On a eu les photovoltaïques qui sont déployés. Il y a beaucoup de solutions technologiques, mais la prise de conscience par tous les grands propriétaires immobiliers qu'elles doivent être mises en œuvre, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est juste inspirant pour ceux qui cherchent à se positionner sur ce marché. Alors, je voudrais juste rebondir sur les propos de Raphaël, puis ramener ça à ce que tu viens de dire. Quand on achète des SCPI, on pense rendement, on veut du rendement. Est-ce que le fait de déployer des nouvelles technologies type géothermie impacte extrêmement négativement le rendement qu'attend un client? Parce que si effectivement on se dit, voilà, j'ai un actif qui est extrêmement vertueux, mais qui va vous générer du 0,2% dans un monde où il y a de l'inflation, est-ce que c'est quelque chose qui va pousser les clients à orienter leur épargne dans ce domaine? Et puis après, je repasserai la parole à Jean-Philippe qui aura sûrement des choses à dire là-dessus. Alors la réponse simple, c'est qu'à 0,2%, c'est vrai que ça ne marche pas très bien. La réponse un peu plus complexe, c'est que la réalité, c'est qu'on arrive à sanctuariser ces dépenses-là pour à la fois maintenir les locataires, qui sont la source du rendement en question, et maintenir la valeur des actifs. Donc une des raisons bassement financières, il y en a une aussi, pour laquelle on sanctuarise aussi ces capex-là et ces dépenses-là, c'est que ça permet de garder nos locataires et de maintenir le rendement. Alors après, évidemment, ça a un coût. Ça a un coût de gestion aussi, parce qu'on a des équipes maintenant qui sont spécialisées dans ces matières-là, qui n'existaient pas il y a une demi-douzaine d'années. Et ça c'est à intégrer dans la façon dont on gère nos actifs. C'est un coût opérationnel, mais ça se fait et ça se fait pas de façon si difficile que ça. Après, évidemment, quand on va sur d'autres produits qui vont peut-être pas être labellisés et avoir des rendements qui vont être beaucoup plus sexy en première lecture, il faut bien regarder le sous-jacent. Il faut quand même revenir sur, tu disais, quand on achète des SCPI. Quand on achète une SCPI, on achète un morceau d'un portefeuille immobilier. Il faut bien se poser la question de savoir ce qu'il y a en dessous. Très bien. Pour renforcer le propos très vite, on a aussi une chance. Notre parc immobilier en Europe, il est vieux. Et en fait, on a un truc qui s'appelle l'approche par composante qui permet de préciser un petit peu le taux d'amortissement de chacun des équipements. Mais il y a bien un moment dans un immeuble où le système de chauffage, le système de clim, il a son âge et de toute façon, il faut le changer. Donc la transition, pour le coup, l'immobilier, si j'ose dire, en tant qu'industrie, le faisait tranquillement, régulièrement, au fur et à mesure. Là, entre guillemets, la chance qu'on a, c'est de se dire, cette transition, il va falloir la faire justement avec des systèmes alternatifs. Mais si j'ose dire, c'est pas si grave et ça fait pas si mal, parce qu'on ne doit pas faire tout du jour au lendemain. Et donc, on en discutait avec Jean-Philippe, les équipements obsolètes dans un immeuble, on va les remplacer finalement à la fin de leur durée de vie. Et ça a été provisionné, on a fait de la dépréciation pour traiter ce sujet-là. Donc c'est pas en soi un mur très violent. Et Jean-Philippe, alors en termes de business model, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans ce cas-là? Oui, mais merci beaucoup. Juste pour rebondir en continuité avec les propos,
on a peut-être une chance, c'est les énergies primaires ne sont plus gratuites. Je m'explique. C'est qu'on a eu un choc l'année dernière incroyable avec ce conflit en Ukraine qui a fait envoler le prix des énergies fossiles et qui a fait prendre conscience au niveau des directions générales, les principaux propriétaires immobiliers, de dire « Ah ouais, il y a peut-être un truc à faire ». Donc ça, ça a été vraiment au moment où il y avait tout cette réflexion post-Covid sur les enjeux de la décarbonation et de l'accélération. On a en plus eu ce choc de dire « Ah bah tiens, les énergies, c'est pas gratuit ». Parce qu'avant, c'était quasiment gratuit, donc qu'on chauffe plus, qu'on climatise plus, etc. Finalement, le coût était marginal, ça n'intéresse pas les directions générales. Mais là, ce choc-là a fait en plus prise de conscience dans les business plans et dans les Excel. Ça, c'est le premier point. Et du coup, la conséquence, c'est que comme l'immobilier, c'est merveilleux, ça s'use. Donc sans arrêt, il faut faire des travaux, il faut faire des rénovations, il faut changer des choses. À chaque fois qu'on change quelque chose, on se pose la bonne question, c'est tiens, et si au lieu de mettre une chaudière à gaz, on mettait autre chose, au lieu de faire comme ça, pourquoi on n'utiliserait pas autre chose? Et ça, c'est une opportunité assez extraordinaire sur le marché pour justement faire avancer la décarbonation au sein des immeubles. Alors, il y a aussi deux points importants que je tiens à souligner. Pour conduire ces changements, il faut du personnel qualifié. Donc là, je fais un peu la pub aussi pour l'ESSEC, évidemment, et ces excellentes formations dans l'immobilier. La deuxième chose, il nous faut des datas, et puis il nous faut des logiciels, en tout cas des outils pour traiter ces datas, bien les analyser, bien les interpréter, pour que ça produise des plans d'action. Parce que forcément, on voit dans les labels ISR notamment qui sont donnés, il faut donner une intention, c'est-à-dire quel est l'objectif, quelle est l'ambition. Il faut dire qu'est-ce qu'on met en place, et notamment quelles sont les équipes dédiées. Et puis, il y a une obligation de résultat. Derrière, on contrôle effectivement les résultats. Donc, dans un premier temps, peut-être sur les datas, alors je ne sais pas si c'est Grigor ou si c'est Chloé qui commence. Ladies first. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Donc chez Basimo, on a essayé d'être très concret dès le début. Donc il y a 7-8 ans, quand on s'est monté, en fait, on s'est dit, en fait, est-ce qu'on connaît bien notre patrimoine? Parce que du coup, c'était le début même le début, on avait déjà les labels Brumi News, il y avait HQE qui était très en place. Et en fait, nous, on se disait qu'on travaillait. Donc, moi, j'ai fait de la gestion avant de monter Basimo, qui est une application web qui permet de centraliser un peu toutes les données du patrimoine. Et en fait, on se disait, mais est-ce qu'on connaît réellement nos immeubles? Et on a voulu, du coup, être concret et travailler sur la qualité de la donnée pour pouvoir justement donner les outils pour que toutes les personnes autour de la table puissent prendre les bonnes décisions. Et ce n'était pas que des données énergétiques, ce n'était pas que des données financières, donc les loyers, etc. C'était vraiment de tout mettre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé un logiciel qui est un logiciel métier de base, donc qui va faire de la facturation, des redditions de charges, mais surtout qui va rajouter énormément de modules qui vont venir croiser les données des plans pluriannuels de travaux, des budgets, du label ISR avec les différents critères. On va venir lier combien on a fait de travaux par année sur tel critère. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a tous cette donnée, il y en a beaucoup, donc c'est d'arriver à la trier, à sortir de la donnée utile pour pouvoir arbitrer au mieux. Parce qu'on veut tous décarboner, on veut tous faire des efforts, mais il y a de la sécurité aussi sur les immeubles, qui peut coûter cher. On a de la maintenance à faire, et donc du coup, il faut arbitrer. Et donc, il faut avoir une vision sur du long terme, et pour ça, la donnée, elle a beaucoup d'informations, si elle est de qualité. Encore une fois, si on a du big data et des masses énormes de données, c'est très dur d'en sortir quelque chose. Mais si on arrive à ressortir justement les bonnes données, à aller chercher quelle donnée va être la plus pertinente, au niveau des plans pluriannuels de travaux, qu'est-ce que je remonte, on va permettre du coup aux acteurs comme du coup les assets ou les fonds de prendre les bonnes décisions. Grégoire? Alors, la problématique de la donnée, d'ailleurs je suis absolument 100% suiveur sur tous ces propos, donc le problème de la donnée est un problème qui était vraiment très sous-estimé il y a 2-3 ans. Parce qu'on est tellement concentré sur les objectifs et tout le monde en fait parle de 2050, 2080, 2200, mais en réalité, et du metaverse, et en réalité quand on pose la question, mais c'est quelle est votre consommation énergétique? Et en fait c'est un grand vide, silence. Nous on l'estime, nous on l'estime aussi, nous on a des données partielles, et ça couvre quoi vos données partielles? C'est que pour le mois de chauffage, donc rien sur les autres postes de consommation.
Donc, on a un problème, j'espère, temporaire, mais qui est absolument fondamental pour pouvoir continuer en fait à fantasmer et rêver un tout petit peu sur les solutions à mettre en place, parce qu'il faut connaître l'état actuel de la situation. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est tout simplement pas connu. Donc, quand on commence par la consommation concrète des bâtiments, les pertes, quel est le facteur qu'un bâtiment consomme plus d'énergie qu'un autre à occupation égale, concrètement sur la façade, sur les déperditions. Donc, en fait, on a plein d'éléments sur lesquels une connaissance existe, mais c'est très compliqué en fait d'extraire des données de sorte à ce qu'on puisse prendre des décisions. Et ce choix devient encore plus compliqué quand on doit gérer en fait un patrimoine international dans plusieurs pays, ou même l'Europe, quand elle doit en fait réfléchir sur quelle politique mettre en place. Parce qu'imaginez si nous on n'arrive pas à se mettre d'accord quelle action mettre sur le bâtiment, comment l'Europe en fait décide quelle politique mettre en place à l'échelle du continent. Donc le sujet de la donnée, il est absolument fondamental, et malheureusement aujourd'hui, donc elle n'est pas là, et deux, quand elle est là, elle n'est pas fiable. Et donc, je me pose parfois la question, qu'est-ce qui est mieux, ne rien avoir ou avoir quelque chose qui n'est pas fiable? Parce que c'est le deuxième problématique, c'est cette fiabilité. Et jusqu'à ce qu'on arrive en fait à avoir des données propres et stabilisées en termes de consommation énergétique. Donc, je commence avec les bases des bases. Je pense qu'on va passer peut-être encore 3, 4, 5, 6 ans pour obtenir en fait des données intéressantes. Et dernière chose, la France a été absolument, je pense, le premier pays, c'est pas que je pense, je le sais, le premier pays en Europe qui a mis en place un système de collecte de données centrale. On en parle depuis 2014, au moins je me rappelle, on a commencé il y a 10 ans les discussions. Et malheureusement, j'espère qu'il n'y a personne en fait, qui gère ici la plateforme. On a regardé les données en fait, qui sortent de la plateforme, et je me suis dit, mais c'est triste. Parce que tout simplement, le output de la plateforme n'est pas exploitable. Donc on peut avoir toutes les bonnes intentions de collecter les données, mais si cette donnée en fait, en output, elle n'est pas exploitable, voilà. Donc on est un peu bloqué. Jean-Philippe ? Oui. Tu disais les éléments clés, bien sûr les personnes, le recrutement, bien sûr les données, mais je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'argent et le financement. Et c'est très important. Étienne, tu disais tout à l'heure que le stock est fondamental, transformer le stock sur la décarbonation du stock, parce que le flux c'est 2% par an en gros. Hein, le stock c'est 98%. Donc tous les bâtiments nouveaux maintenant ils sont superbes. Franchement, avec les règles, les normes, etc. Ils ne consomment pas, ils sont bien, mais c'est 2% par an. 98%, ils ne sont pas tous super, hein, encore. Ça, c'est le premier point. Et si on applique les méthodes traditionnelles de rénovation, etc., c'est en gros un calcul rapide, c'est 20% du PIB à débourser tout de suite. Hein, sur des critères classiques de rénovation, 500 €. Hors maison individuelle, hein, hors logement individuel. Donc 500 € du mètre carré, la rénovation, et encore, c'est un niveau bas. Donc ça représente 20% du PIB. Et mon propos de dire, c'est que, étant donné les enjeux que tu as rappelés, le timing de horizon 2050, eh bien, il faut trouver des solutions qui soient finançables et qui soient déployables de manière large. Et ces solutions-là, si elles ne génèrent pas des économies, on n'y arrivera pas. Donc en fait, l'équation, il faut qu'elle soit soluble pour moi. C'est-à-dire, il faut qu'on ait des solutions qui permettent de générer des économies pour l'utilisateur ou une valorisation pour le propriétaire. Sinon, étant donné les besoins collectifs, on n'y arrivera pas. Bon, on commence à oublier la ruine de tout à l'heure, puisqu'on commence à parler de solutions, donc ça c'est très bien. Une question pour Chloé, quand vous allez voir vos clients, comment ils réagissent à vos propositions et au coût de la proposition, parce que ça a sûrement un coût. Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce que Primonial vous dit mais on n'attendait que vous? Ou est-ce qu'ils vous disent écoutez, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas le budget? Ils n'ont plus vraiment le choix en fait aujourd'hui, parce que ça c'était la question d'hier, et maintenant en fait on leur demande de sortir des chiffres, et des chiffres exacts, et quand ils posent une question sur les chiffres, ils veulent les réponses, ils veulent savoir qu'est-ce qui est derrière ces chiffres, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que sans solution comme ça et sans qualité de la donnée, on n'a pas de réponse. Donc on avait des reportings des fois en fin de trimestre, les reportings classiques en fin de trimestre, qu'on venait corréler avec d'autres reportings, ça marche plus. Aujourd'hui, il faut de la donnée en temps réel. Quand on pose une question, on veut une réponse tout de suite.
Et donc du coup, oui, il y a un coût en effet, mais ils ne peuvent plus avoir le luxe de choisir. Il leur faut une solution aujourd'hui. Alors après, il y en a qui prennent plusieurs solutions et qui les mettent ensemble. C'est tout un sujet de venir faire des connexions, des interfaces entre les solutions. Ou alors il y en a qui prennent une solution plus centrale. Il y a beaucoup de solutions sur le marché qui existent. Et après, il y a des experts. Donc, il va y avoir des solutions qui sont vraiment expertes dans de l'énergie. Et l'idée, c'est qu'on essaye de travailler tous ensemble en essayant d'avoir une offre qui reste dans des prix raisonnables quand même pour que le client accepte. Mais aujourd'hui, on travaille avec des banques comme la Banque Populaire, avec des assureurs comme Swiss Life, qui ont maintenant accès à des informations qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, pour eux, c'est primordial. C'est pour ça qu'ils restent avec nous. D'accord, très bien. Est-ce que dans les sous-classes d'actifs immobiliers, il y a ou des sociétés, ou alors des activités, bureaux, commerces, qui sont plus preneurs tout de suite de solutions notamment énergétiques nouvelles, comme la géothermie par exemple? Alors, historiquement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a commencé avec des bâtiments de grande taille et qui peuvent déployer facilement nos solutions. Donc, historiquement, on a été très vite avec le secteur de la logistique. On était à une conférence hier avec Prologis qui a présenté son exemple de bâtiment net zéro carbone, qui était l'un des premiers à être réalisé en France. C'est-à-dire, ça c'est merveilleux, c'est un bâtiment qui, sur un horizon de 50 ans, n'émet pas de CO2. Donc ça c'est quand même une grande réalisation. Et bien sûr, après on fait des petits. Alors on a été aussi sur des bureaux. Alors des bureaux, on va plutôt sur des bureaux où on peut déployer la géothermie, donc soit des bâtiments neufs, mais en rénovation, il faut une accessibilité autour du bâtiment. Donc on va plutôt sur des bureaux en région ou en première ou deuxième couronne de l'Île-de-France. C'est plus compliqué de déployer nos solutions dans le cœur du QCA parisien. Et bien entendu, les grandes surfaces plutôt implantées sur le territoire, on pense naturellement au commerce. Donc ça, c'est quelque chose où toutes les sociétés et bien entendu Citrus y réfléchissent à installer ce genre de solution. Chose très étonnante, il y a deux catégories de bâtiments. Il y a tout le secteur public et je pense qu'il y avait une très bonne intervention hier d'Action Logement qui prévoit un grand plan de décarbonation de l'ensemble de son parc qui représente 1,2 million de logements. Et je pense que pour ce secteur-là, c'est un enjeu considérable. Et enfin, je citerai aussi l'industrie. Plus aucun industriel ne peut prétendre construire ou produire des produits avec cette dimension RSE sans s'occuper du niveau de carbonation de son usine. Et donc on voit bien que tous les industriels réfléchissent à produire et être dans des bâtiments décarbonés. Alors, juste une petite chose, alors, quand Chloé a cité un certain nombre de clients, elle parlait des compagnies d'assurance notamment, elle n'a pas cité Pimco. Grégoire ? Alors, donc, je veux amener la question un tout petit peu différemment. Quand on parle en fait de qui est celui qui consomme le plus, et j'ai envie de poser une question un tout petit peu comme Étienne tout à l'heure. Alors, qui connaît le crème ? Alors, c'est quasiment un peu plus que la moitié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le standard globalement reconnu qui donne en fait des trajectoires qui nous permettent d'atteindre en fait par classe d'actifs et par pays une sorte de neutralité ou de consommation très basse, d'émissions très basses en carbone. Et en fait, ce qui est intéressant avec le CRREM, c'est que le CRREM en fait nous permet de voir où sont les grands fabricants, les émetteurs de CO2. Et typiquement, donc, l'exemple qu'on vient d'entendre sans vouloir contredire absolument sur les entrepôts, en fait, il y a deux types d'entrepôts. Les entrepôts qui sont chauffés, d'après le CRREM, et les entrepôts qui ne sont pas chauffés. Et donc, si vous regardez les entrepôts chauffés en Allemagne, je ne pense pas qu'il y a pire en Europe en termes de CO2, enfin de kilogrammes de CO2 par mètre carré par an. Et donc, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs externes. Donc, on peut mettre autant qu'on veut d'isolation sur la façade, on peut mettre autant qu'on veut de technologie, mais tout simplement, il a des limites mathématiques et on ne peut pas en échapper. Donc, je voulais tout simplement dire que pour qu'on puisse en fait arriver vers cette décarbonisation, il faut vraiment penser
à où sont les plus grands émetteurs et essayer en fait de travailler dans un premier temps avec ceux qui émettent le plus, au lieu de, par rapport à la question initiale qui était quelles sont les classes d'actifs qui sont les plus propices. Moi, j'aurais posé la question à l'envers, donc où est-ce qu'on pollue le plus pour qu'on puisse en fait targeter là où on pollue le plus et non pas essayer de résoudre en fait un petit problème avec beaucoup de moyens parce qu'effectivement, il n'y a pas d'équation économique. Mais quand on voit en fait les classes d'actifs qui sont les plus polluantes ou les actifs les plus polluants, on en a dit tout à l'heure, personne n'en voudra. Et donc ces actifs-là, le prix sera automatiquement corrigé par le marché et donc automatiquement, il va venir vers le bas et automatiquement on va pouvoir en fait en faire des mesures pour pouvoir en fait compenser. Étienne avait une remarque. Et c'est un point, je pense, intéressant parce que je vais donner un élément de plus, de positif, je veux dire. Dans ces sujets-là, ce qui est intéressant aussi avec ce qu'évoquait Jean-Philippe sur la hausse du coût de l'énergie, c'est que toutes ces hausses-là, elles se cumulent dans un résultat qui est la hausse des matériaux, et que j'appelle les matériaux de l'ancien monde, qui sont devenus beaucoup plus chers. Et là où j'avais de la résistance dans les équipes sur le thème, on ne pourrait pas explorer une solution bois, une solution bas carbone, on pousse. Il y a encore 2 ans ou 3 ans, j'avais « Oh là là, mais mon pauvre monsieur, c'est 20-30% plus cher ». Aujourd'hui, le béton de chanvre a fait son étude, c'est la filière chanvre France que je salue ici. Le surcoût avant optimisation, donc avant d'avoir intégré dans la chaîne un BIM qui aide à quantifier, un architecte qui a compris le BIM et qui s'en sert et qui préconçoit des choses modulaires et utilisables. Avant ça, la différence n'est plus que de 1,1%, je crois. J'hésite entre le 1,1 et le 1,4, mais ça doit dépendre du mois. Ça veut dire quoi ça veut dire que ces solutions décarbonées, aujourd'hui, sont au même prix que les solutions carbonées. Donc c'est une chance extraordinaire. Et donc une partie de l'équation est en train d'être résolue par ce que l'économie libérale appelle la vérité du prix. Vive la vérité du prix. Parfois, ça fait mal, et je ne veux pas prendre d'exemple en ce moment sur les débats, mais à un moment donné, si vous voulez que des acteurs rationnels prennent des bonnes décisions, il faut que le prix reflète la vérité. Je me risque. 1 litre de pétrole, ça met en moyenne 100 millions d'années à être fabriqué. Et ça a été fabriqué dans une période des 5 milliards d'années qui nous précèdent, qui était relativement limitée. Il y a eu une sorte d'extinction d'espèces qui ont fabriqué une matière qui est le pétrole. Cette réserve de 100 millions d'années, on a mis 150 ans à la dilapider, à la faire cramer dans l'atmosphère. Cette limite, on la retrouve sur le cuivre, on la retrouve sur tout un tas de matériaux. Donc la limite, elle arrive. Et ce qui fait qu'elle arrive, va faire augmenter le prix. Donc on va forcément finir par shifter. Alors la question c'est, est-ce qu'on shift vite en anticipant, en ayant des organismes et des systèmes qui sont fonctionnels, ou est-ce qu'on attend d'être tellement au pied du mur qu'en fait, les entreprises comme les civilisations sont mortelles. Donc voilà, mais on a une chance. Vraiment, le prix commence à être à peu près réel. Rassurez-vous, il est largement en deçà du vrai prix si on devait le calculer un peu économiquement. 100 millions d'années, 150. 100 millions d'années, 150. J'avais fait le calcul pour m'amuser en me disant, si jamais un smicard avait fabriqué tous les jours, en 8 heures, la portion de pétrole qu'on a, je crois que le litre de pétrole était à 29 millions d'euros. Mais c'est un petit peu comme ça aussi qu'il faut commencer à raisonner, parce que quand on est confronté aux limites, c'est un petit peu, je reprends un raisonnement immobilier, quand vous êtes dans une concession, au début tout va bien, et puis plus vous vous approchez de la fin de la concession, plus votre valeur résiduelle c'est 0, et donc plus votre valeur va converger vers 0. Alors, notamment pour les jeunes qui nous écoutent et qui vont nous équiper aussi, le lapsus est... en fait, pendant pas mal de temps, on a beaucoup travaillé avec des modèles Excel et on mettait des inputs financiers, des coûts, des revenus, de la valeur. Et aujourd'hui, pour reprendre le propos de Chloé, aujourd'hui, la data qu'on doit prendre en compte pour calculer la valeur, pour calculer les perspectives, elle a explosé en volume. Et effectivement, l'industrie a un enjeu de standardisation. Il y a plein d'associations sympathiques qui existent depuis quelques temps, qui n'ont pas bien réussi jusqu'à maintenant à standardiser, soyons honnêtes. Mais là, maintenant, ça va devenir carrément obligatoire. Et là aussi, le régulateur va finir par s'en saisir. C'est un peu la politique, si vous n'en occupez pas, la politique s'occupera de vous. Là, c'est un petit peu pareil. Le régulateur, il a fini, comme disait Grigor tout à l'heure, il a fini par constater qu'il avait donné des grandes indications.
Et en fait, non, il va s'équiper de services techniques, de sachants qui vont prescrire. Voilà. Mais l'équation, elle est en train de s'écrire. Je pense Alors que moi, c'est j'avais positif. encore 2 tonnes de questions quand j'entends tout ça, notamment pour Chloé. Est-ce que quand elle développe un logiciel, elle le développe aussi dans différentes langues, parce qu'on parlait, je rebondissais sur ce que disait Grigor sur les actifs allemands, mais en Allemagne, il faut présenter des logiciels en allemand, sinon je pense que ça risque d'être problématique. Rapidement, alors. On a des investisseurs allemands, donc on connaît très bien le sujet. Mais bon, après, on est des sociétés dont on a une volonté de rester très stable. On n'est pas en mode licorne, etc. Et donc, du coup, on essaye de faire les choses partie par partie. Donc, on s'est d'abord attaqué au marché français. Toute notre application est faite pour être traduite, mais c'est un objectif, du coup, qu'on passera sur l'international. Pour l'instant, on n'est qu'en Belgique, Luxembourg. Et on n'a pas trop besoin encore d'être, à part l'anglais, d'être trop international. Donc on ne s'est pas encore trop penché là-dessus. Mais notre investisseur, c'est Drooms, pour ceux qui les connaissent, les data rooms. Et donc du coup, ils ont déjà des traducteurs. Donc on a tout ce qu'il faut le jour où on voudra passer le cap. D'accord, alors je voudrais vous faire partager mon stress. Nous avons un immense chronomètre là qui tourne, un compte à rebours. Il nous reste 4 minutes et 21 secondes. Je m'étais promis de laisser du temps pour des questions pour les personnes. Est-ce que vous avez des questions à nous adresser ? Soyez pas timide, allez-y. Par exemple, comme c'est quand même pour les talents, des questions sur les perspectives dans le domaine de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des postes différents Ça, c'est facile. Alors, donc, je me auto-saisis pour Ça, répondre c'est pour à celle-là. C'est pour Grigor. J'ai été extrêmement surpris. Je vais essayer de faire en 30 secondes. À Singapour, il y a 3 mois, donc quand je suis allé en fait expliquer comment il faut faire. Parce que l'Europe vient expliquer comment il faut faire. Et en fait, je découvre en fait Singapour qui recycle 89,9% de bâtiments. Donc, quand ils font la construction d'un bâtiment, quand ils construisent, ils pensent déjà comment ils vont désassembler pour recycler. Quasiment 100%, dans 99,9%. En Europe, on est à peu près vers les 10-11%. On se pose la question, dans des cycles de conférences immenses, comment passer à 12%. Donc, tout ça pour dire que le sujet, il est traité absolument partout, mais avec des vitesses différentes, avec des focus différents. Aux États-Unis, on est beaucoup plus sur le côté social. Les gens veulent bien ce qu'il a une vraie mixité sociale, culturelle, religieuse, des sexes dans une entreprise. En Europe, on est très concentré sur la performance environnementale des bâtiments. Mais partout dans le monde, on a en fait des focus qui sont vraiment extrêmement complémentaires. Et chaque pays a une sorte de leitmotiv qui les mène en fait vers des solutions auxquelles en fait, si on est smart enough, qu'on peut dupliquer en fait dans d'autres pays. Très bien. D'autres questions ? Absolument aucune question. Alors moi j'en ai une, ça tombe bien. Ah, il y en a une, d'accord. Venez chez PIMCO Prime, on est un investisseur long terme. Donc, même avant qu'on commence à se poser ces questions, la question est toujours donc, pour une société d'assurance dans le long terme. Mais je reste évidemment aussi les autres à répondre. Non, moi je ne crois pas du tout à ça. Regardez, la hausse des taux, elle date d'il y a 18 mois. Il y a 2 ans, les gens le savaient, l'anticipaient, etc. Le jour où elle est arrivée, c'est une crise immobilière immédiate. La concrétisation du Brown Premium dans la valorisation des actifs va arriver très, 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 très vite. J'en suis convaincu. Et je pense que le temps long, en disant on a le temps de transformer nos immeubles, etc., 2050, c'est loin. Non.
C'est demain. Les programmes de transformation d'immeubles prennent du temps. Et donc, je pense qu'on n'a pas le temps. Là, je suis en total désaccord avec ça. On n'a pas le temps. Et le marché, les valorisations des actifs vont montrer qu'on n'a pas le temps. Il ne faut pas oublier aussi que l'immobilier, c'est un actif qui est par nature illiquide. Hein. Quand on regarde les taxes qui s'appliquent quand on achète un actif immobilier, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas du trade intraday qu'on fait sur des actions. Hein, c'est quelque chose qu'on va forcément garder sur une période longue. Je pense qu'on se trompe. C'était un peu cette idée de l'argent facile, pas cher, immédiat, où je fais de l'achat et de la revente immédiate et je gagne beaucoup d'argent. Il y a des actifs, il faut savoir les garder. D'abord, il faut savoir être extrêmement sélectif sur un certain nombre de critères quand je l'achète, et puis je le mets en fond de portefeuille, je le mets dans mon portefeuille, et puis je n'oublie pas, notamment en finance, que la rentabilité sans la volatilité, sans le risque, ce n'est rien. Donc si vous ne prenez pas en compte le risque, c'est-à-dire le risque que vos locataires partent, hein, parce que l'immeuble ne correspond pas à ses attentes, eh bien je crois qu'on se trompe en finance. Donc il faut oublier cette période du trader star qui en une journée gagne 100 millions et fait exploser les caisses de champagne. On ne fait pas ça avec de l'immobilier de toute façon. Ouais. Et quelque part, imaginez qu'on va pouvoir refiler le risque à un andouille qu'il n'a pas vu. Ça s'appelle un Ponzi. Et je pense que justement, avec de la data, on doit pouvoir éviter ce genre de choses. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Alors, tout s'est éteint, je vous préviens. Donc, ça veut dire qu'on nous a coupé absolument le courant ici. Je tiens à remercier donc l'ensemble du panel hein, qui était extrêmement pertinent dans ses remarques. Jean-Philippe Besse d'abord d'Accenta, Étienne Dupuis de Citrus, Grigor Radjayev de Pimco Prime Real Estate, Raphaël Jacquet de Primonial REM et puis Chloé Ressac de Basimo. Merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.